Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Ébouriffé d'Élie Doyon et La Tempête. De temps en temps, dans notre fil de nouvelles, on voit passer un article vaguement scientifique qui nous raconte comment l'amour ou la conscience humaine s'expliquerait parfaitement par telle hormone ou par telle connexion neuronale. Alors, sans être complètement fausses, ces découvertes sont clairement réductrices. Pour fouiller la question, Jean-Philippe Marceau, contributeur au blog de The Symbolic World, se joint à la bande d'On n'est pas du monde pour la première fois. Salut Jean-Philippe. Salut, merci de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. Alors, il semblerait que ça devient de plus en plus compliqué d'affirmer hors de tout doute que l'être humain, c'est juste un tas de cellules. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais pendant longtemps, en fait, c'était assez commun d'essayer de réduire l'humain à quelque chose de matériel, que ce soit des cellules ou des particules. Puis c'était comme un peu un genre de malaise implicite souvent dans les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au cerveau, la psychologie, des choses comme ça. Ouais. Il y avait un genre de tabou. On essaie de pas trop parler de la conscience humaine, de l'effet que ça fait de ressentir des choses, de sentir des choses, ou même des capacités plus abstraites de l'humain comme la rationalité. On essaie de ne pas en parler trop, mais ça a éclaté dans les quelques dernières décennies pour des raisons parfois philosophiques, puis parfois empiriques aussi. Ce que j'avais envie de faire dans ma chronique ici, c'était de vous montrer quelques-unes des grandes lignes, justement, qui ont mené à cet effondrement-là du matérialisme. On va encore trouver des matérialistes chez des gens en certaines sciences pures, mais pour les sciences plus proches du cerveau, c'est très, très rare maintenant de trouver des gens qui vont se décrire comme matérialistes. Puis on voit peut-être un retour de des choses plus intéressantes comme Platon, Aristote, des gens qui avaient des théories qui n'étaient pas réductionnistes, justement. Juste pour clarifier les choses d'entrée de jeu, quand on parle de matérialisme, là, on parle de quoi? C'est l'idée que l'être humain serait ultimement une chose matérielle. C'est-à-dire qu'on serait des particules ou des atomes, puis que tout ce qui existe au niveau supérieur à ces atomes, ces particules-là, serait un peu superflu. Donc, âme, conscience, esprit, exit, tout ça. Là, Soit que c'est carrément une illusion, il y a des gens qui disent ça, ou bien, si ça existe, c'est parce qu'on peut le réduire d'une certaine façon à quelque chose de matériel. Ah, OK. Si on a une âme, ces gens-là consentiraient à comprendre que c'est le résultat de la matière, ou c'est une construction de la matière, c'est ça? C'est ça. Puis s'il n'y avait plus cette configuration de la matière-là, ben l'âme existerait simplement plus. OK. Alors maintenant que ça, c'est clair, il y a une autre question qui me vient en tête aussi. Tu disais que dans les dernières décennies, le matérialisme a été un peu ébranlé là, à l'intérieur des sciences cognitives. Est-ce que c'est du fait de remise en question à l'intérieur de ces cercles-là de scientifiques, ou c'est venu d'ajout ou de confrontation externe? Ben, je te dirais que c'est les deux. De l'externe, il y a eu des arguments philosophiques, puis la philosophie est un peu... C'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est une façon d'intégrer différentes sciences qui étudient l'esprit humain, fait qu'il y a des neurosciences, la psychologie, la linguistique, etc. Ouais. Puis souvent, les gens qui étudient en sciences cognitives, pour devenir chercheurs en sciences cognitives, ils vont finir par faire un doctorat, souvent en philosophie, qui va intégrer ces autres disciplines-là, par exemple. Fait que il va y avoir des critiques qui vont venir parfois carrément de des philosophes. Par exemple, il y a eu des critiques d'Heidegger qui ont été influentielles sur l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est vraiment de l'extérieur. Là. Heidegger, il était extérieur à ça. Mais il y a d'autres critiques qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui essaient de construire des robots puis qui se rendent compte que si tu essaies de réduire l'esprit, si tu essaies de réduire la rationalité, dans ce cas-ci, la rationalité d'un robot, à quelque chose qui aurait, disons, dans tel ou tel circuit du robot, en fait, ça ne fait pas des bons robots. Ce qui fonctionne mieux... Qu'est-ce qui fait un bon robot, là? Si on veut faire un bon robot, là, il faut lui donner un corps puis le faire agir dans un environnement, un peu comme un enfant. Puis ça a été une surprise, mais c'est très, très performant comme paradigme en sciences cognitives. Et que si tu veux faire un robot qui va réussir à voir, par exemple, des chiens puis des chats, ce qu'il faut que tu lui fasses, c'est que tu commences par lui donner des yeux. Tu lui donnes une capacité à recevoir des pixels. Il peut recevoir, je sais pas, des centaines de pixels. Puis là, des fois, ça va être des chats ou des chiens. Puis tu lui donnes aussi une genre de bouche. La capacité à dire, ben ça, c'est un chien, ça, c'est un chat. Puis entre les deux, il faut que tu lui donnes un genre de cerveau, là, quelque chose qui va faire que, ben, s'il reçoit tel pixel, des fois, il va dire chat, des fois, il va dire chien, etc. Puis là, tu le mets dans un environnement. Fait que là, tu lui donnes des photos de chat et de chien. Puis s'il répond bien, tu dis, ben ça, c'est une bonne configuration de ton cerveau, on va renforcer ça. S'il répond pas bien, ben ça, c'est une mauvaise configuration de ton cerveau, on va enlever la force de ça. Puis, si tu répètes ça assez longtemps, ça prend beaucoup, beaucoup de coups, mais à force... On a le temps, là. Mettons qu'on a le temps. Ouais. Ben, à ce temps, on a le temps quand même. On peut faire ça rapidement avec les ordinateurs. Puis, notre ordinateur va être capable de vraiment bien voir des chats et des chiens.
Fait que Jean-Philippe, si je te suis bien, le cerveau devient l'instrument des sens. Là, si on parle des robots, donc on peut transférer ça à l'intelligence humaine ou à l'être humain carrément. Ça change la perspective complètement en termes de sciences cognitives. Oui. On n'essaie plus de réduire l'esprit à quelque chose qui est localisé précisément dans le cerveau. Par exemple, on va dire le cerveau, ça va être un genre de nexus important qui va rassembler différentes potentialités qui est autour de nous, mais l'esprit en tant que tel n'existe pas de façon réductionnelle dans le cerveau. Il est incarné dans un corps, dans un environnement aussi, puis c'est profondément quelque chose qui agit aussi. Donc ça, c'est la plus récente génération de sciences cognitives. Là. En anglais, c'est 4E Cognitive Science, la quatrième génération. La troisième génération, en fait, mais qui est enacted, embodied, des termes en anglais, mais ça pour dire que c'est l'esprit, fondamentalement quelque chose qui est dans un corps qui agit. On ne peut pas le réduire à quelque chose de précis matériellement. Il faut qu'on implique quelque chose qui agit dans un monde, dans un corps. D'un point de vue philosophique, j'imagine que ça évite complètement, ça permet d'éviter l'écueil du dualisme. Là. Si on poursuit la réflexion là, puis on l'attribue au corps humain, ça devient plus compliqué de séparer l'âme et le corps. Là. On est vraiment, tout ça est plus poignant à pain. Ouais, on va pas... Il y a très peu de personnes qui sont d'accord avec Descartes puis le genre de choses qu'il dit dans le monde des sciences cognitives aujourd'hui. Les gens vont parler d'une continuité profonde. OK. Où, justement, quand on a des corps plus compliqués, ben, tu te rapproches des organismes qui ont des consciences plus complexes, par exemple. On ne parlera pas nécessairement d'esprit à tous les niveaux, mais il y a une continuité. Fait que là, ça va être plus précis si je donne des exemples. Ouais. Par exemple, dans le cas de... Tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le cas juste une cellule, disons. Ben, la cellule, elle fait quand même des choses complexes si on la regarde, incapable d'aller chercher des choses dans son environnement pour se nourrir, d'excréter certaines choses, incapable de se défendre contre certains pathogènes, etc. Communiquer, recevoir de l'information. Oui. Fait qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont dire qu'elle a des expériences conscientes très riches, là, la cellule, mais il reste qu'il y a quand même un niveau d'organisation. Il y a une incarnation dans un corps qui est assez complexe. On a une structure... La cellule, c'est une structure complexe, mais qui s'incarne dans un corps de façon à ce qu'il y a probablement quelque chose qui est en continuité avec notre conscience. Évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que, par exemple, la cellule n'a pas de capacité à penser rationnellement, à faire des mathématiques ou avoir des arguments. Fait qu'il y a des choses qui se passent quand on monte l'échelle ontologique. Un animal, par exemple, c'est encore plus riche qu'une cellule. Puis un humain, là, tu as un saut avec la rationalité que on n'essaie pas de réduire. Oui, James. La définition que tu donnais un peu de l'esprit, ça me faisait penser à la définition classique, finalement, d'Aristote Saint-Thomas. C'est comme l'acte du corps en puissance, ou enfin, on pourrait dire le principe de vie là, qu'il y a derrière toute la matière. Moi, je pense à une analogie pour le robot. Ça serait comme un peu l'énergie électrique ou de la batterie là, qui vient donner le jus à tout le reste, non? Je pense pas tout à fait, mais tu es sur la bonne track. Il y a carrément un renouveau d'aristotélisme dans les sciences cognitives à cause de ça. Ouais. Parce que l'idée de forme d'Aristote, de structure qui va contraindre du potentiel, c'est exactement dont on a besoin aujourd'hui en sciences cognitives. On va dire qu'on va parler de forme de la façon que pour Aristote, une forme, on pouvait parler de l'âme aussi. L'âme, c'était une forme. Fait qu'il y avait une âme pour les végétaux, une âme pour les cellules, qui dirait aujourd'hui, là, la structure de la cellule, par exemple. Dans la cellule, il y a plein de potentiel. Les enzymes peuvent faire un paquet d'affaires. La cellule peut aller dans un paquet de directions, elle peut se dissoudre, elle peut se multiplier. Il y a plein de choses. Il y a plein de potentiel. Ouais. Mais ce potentiel-là est contraint par la structure de la cellule. Puis c'est une structure abstraite que tu ne peux pas trouver comme précisément dans le noyau de la cellule ou dans telle place. C'est quelque chose qui existe globalement dans une incarnation complète. Puis cette structure-là a une influence de contrainte sur ce qui se passe dans la cellule. Fait que les gens vont parler d'émergence. Par exemple, il y a des choses qui émergent du potentiel de la cellule, mais cette émergence-là est contrainte par la forme de la cellule. Puis c'est la même chose pour des organismes plus compliqués dans l'échelle ontologique, comme les humains, nous aussi, où nous aussi, on a un paquet de potentiel. Nos cellules peuvent faire une quantité infinie de choses. Il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire, mais ce potentiel-là est contraint. Il n'y a pas n'importe quoi qui émerge de toutes ces possibilités-là qu'on a. Le potentiel est contraint par notre âme, par la forme de l'humain, qui va avoir non seulement la capacité de structurer physiquement, comme dans le cas d'une cellule qui est structurée physiquement, mais en plus, nous, avec la rationalité, on a la capacité d'informer nos cellules pour qu'elles fassent des choses qui ont l'air comme complètement mystérieuses si tu étais matérialiste, comme faire des mathématiques. Je suis capable de prouver des théorèmes, comme le théorème de Pythagore, par exemple, qui est quelque chose qui n'est pas spatio-temporel. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans la matière. Le théorème de Pythagore, c'est une vérité qui existe, même s'il n'y a pas d'univers physique spatio-temporel, le théorème de Pythagore serait quand même vrai, fait que ça existe de façon complètement non matérielle. Ouais. Mais nous, avec notre âme humaine, on est capable d'avoir accès à ces patterns-là, de les manipuler, puis après ça, d'amener
notre corps matériel, toutes nos potentialités en émergence dans ces capacités rationnelles-là. Jean-Philippe Marceau, on parle de des affaires, là, de biologie, de neurosciences, mais aussi justement de la mort de cette idée-là du matérialisme philosophique. Hein? On n'est pas juste un tas de cellules. Il y a d'autres arguments qui sont assez de plus en plus répandus là, dans les neurosciences. Je voyais dans tes notes, il y a l'argument de la chambre de Marie. C'est quoi ça? Ouais, c'est un argument qui est venu de la philosophie puis qui a été très influentiel. C'est fondamentalement un argument qui est dans une famille de plein d'arguments qui vont exploiter notre intuition que, fondamentalement, si je regarde des particules physiques, il n'y a rien là-dedans qui ressemble à ma conscience humaine. Si j'essaie de tout expliquer en termes de juste de particules physiques qui suivent des lois, je ne réussirai pas à rendre compte de l'humain. Donc là, plein d'expériences de pensée comme la chambre de Marie vont essayer d'exploiter cette intuition-là puis de la rendre claire pour qu'on rejette le matérialisme. Fait que c'est une expérience de pensée qui vient d'un philosophe australien qui s'appelle Frank Jackson. On le salue. Oui, on le salue, Frank Jackson. Merci pour ton bon argument. Ce qui nous demande d'imaginer, c'est une dame qui s'appelle Marie qui passe toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Mais elle étudie la science cognitive de la vision pendant toute sa vie. Fait qu'elle connaît tout ce qu'il y a à savoir du point de vue matérialiste sur la vision. Elle sait quand il y a des photons de telle longueur d'onde qui vont venir frapper ses yeux, il va se passer telle chose dans son cerveau, ça va déclencher telle sorte de structure psychologique, etc. Elle sait tout ce qui va se passer d'un point de vue matérialiste. Mais maintenant, Jackson nous demande qu'est-ce qui se passe une fois que Marie sort de sa pièce en noir et blanc, puis que pour la première fois de sa vie, elle voit du rouge. Puis là, Jackson nous dit que elle verse une larme, là, c'est ça. Ouais, elle apprend quelque chose de fondamentalement nouveau, là. Mais ça, c'est un gros problème pour le matérialisme, parce que si le matérialisme était vrai, puis que tout ce qu'il y avait au monde, c'était de la matière, des structures physiques, ben Marie connaîtrait déjà tout ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on présuppose qu'elle a passé toute sa vie à étudier ces choses-là, qu'elle connaît tout ce qu'il y a à savoir matériellement. Fait que si, en sortant de sa chambre, elle apprend quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il manque des choses à la vision matérialiste. Il y a la conscience phénoménale qu'on appelle l'effet que ça fait de voir du rouge, dont on ne peut pas rendre compte dans le paradigme seulement matérialiste. C'est fascinant. Il nous reste à peine quelques petites minutes, Jean-Philippe. James l'a abordé il y a quelques instants. Il y a un regain, il y a une émergence là, de l'intérêt pour des vieilles affaires dans les neurosciences. C'est quoi ces vieilles affaires-là? Ben, comme Platon, Aristote, qui vont venir pour des endroits différents. Je parlais tantôt de biologie. C'est un endroit où Aristote revient à la mode parce que justement, en parlant de forme, il est capable de rendre compte de choses qui ont l'air très mystérieuses sans ça. Les gens parlent beaucoup d'émergence, par exemple, en biologie, le fait qu'il semble avoir des niveaux de réalité où des nouvelles choses émergent qu'on ne trouvait pas auparavant. Par exemple, la vie qui émerge à partir des simples protéines, on dirait que tu as un saut qualitatif dont tu ne peux pas rendre compte sans parler de quelque chose de fondamentalement nouveau. Fait qu'Aristote avait le langage pour parler de ce genre de choses-là. Il pouvait parler de forme. Tu atteins des nouveaux niveaux de forme avec de nouvelles propriétés qui ne sont pas réductibles, évidemment. Un autre domaine où ça arrive, c'est au niveau plus théorique, je dirais, il y a aussi un regain d'intérêt pour Platon parce qu'on essaie de rendre compte du fait qu'on est capable de connaître les choses. Ça, c'est du point de vue de la rationalité. Il y a des arguments des platoniciens, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu Platon, mais dans plein de dialogues de Platon, ce qui se passe, il y a des gens qui essaient de réduire la rationalité à quelque chose. Par exemple, de dire que la rationalité, c'est juste le droit du plus fort, c'est juste de pouvoir faire ce que tu veux. Il y a des gens qui essaient de réduire la rationalité. Puis Platon va toujours montrer qu'ils sont contradictoires dans leurs affaires. Fait qu'ultimement, pour Platon, la rationalité, c'est quelque chose qui est non réductible. Puis ce genre d'argument-là revient aussi aujourd'hui dans les sciences cognitives où on essaie de faire des tentatives de réduire la rationalité à une certaine théorie, par exemple, puis on va essentiellement reprendre Platon, mais le mettre d'une façon moderne, très technique, pour montrer qu'en fait, si tu essaies de réduire la rationalité à une théorie, tu finis aussi par te contredire à quelque part. Fait que ça, c'est des exemples d'anciennes figures qui reviennent beaucoup à la mode ces temps-ci dans les sciences cognitives. C'est fascinant tout ça. C'est un peu... déboussolant, en tout cas étourdissant même. Là. Il y a beaucoup de matière. On aura certainement l'occasion de te réinviter pour approfondir l'un ou l'autre de ces éléments. Tu as dit il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière. Il y a des potentiels. Mais pas que de la matière. Là. C'était hautement spirituel aussi. Merci Jean-Philippe Marceau. Je rappelle que tu es contributeur, éditeur au blog de Symbolic World. Tu es mathématicien et philosophe de formation. Et tu travailles dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, justement. Donc, tu sais quand même de quoi tu parles. Merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.